Cyril Hanouna. On marche sur la tête et c'est on marche sur la tête très spécial aujourd'hui. On est très heureux d'accueillir avec nous le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Merci Bruno Retailleau d'être avec nous sur Europe 1. Merci de m'avoir invité, Cyril Hanouna. Merci. Alors on est très heureux de vous avoir. Alors vous avez déjà fait d'autres émissions sur Europe 1, mais on marche sur la tête jamais. Donc on est très heureux de vous avoir. Alors vous avez avec nous Olivier d'Artigol, c'est le dernier des Mohicans, le dernier des communistes. Bonjour encore présent. Bonjour Olivier d'Artigol. C'est important de le bichonner. Et il y a bien entendu Fabien Lecoeuvre qui est spécialiste people et voilà. Enchanté, monsieur. Voilà, merci. Gauthier Lebray, qu'on ne présente plus, qui fait toutes les émissions d'Europe 1, de CNews et du groupe. Voilà, merci. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Alors, vous dites pas monsieur le ministre? Ah si, je peux dire monsieur le ministre. Je dis monsieur le ministre dans les couloirs. Très bien, dites-le à l'antenne quand même. C'est ça. Et Géraldine Maillet. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Bruno Retailleau. Et c'est vrai que le contexte fait qu'on est obligé de parler du drame qui s'est passé. Le drame d'Elias, 14 ans tués pour son téléphone à Paris par deux jeunes de 16 et 17 ans. Et on a demandé à deux auditeurs de vous poser des questions. Et la première question qui est arrivée, monsieur le ministre, c'est quelle politique faut-il mener face à l'ultra-violence des jeunes mineurs? C'est vrai qu'on a l'impression que c'est assez compliqué de trouver des solutions. Faut tout changer. Je pense que c'est vrai, c'est un drame, mais ça doit pas être une fatalité. J'ai une pensée, bien entendu, pour ses parents, pour ses amis. Je vais vous dire pourquoi il faut que ça change. Dans la mesure où ceux qui ont fait ça, celui qui a fait ça, a déjà été condamné pratiquement pour la même chose, pour un vol avec violence. Il n'a pas fait une seule journée de prison. Il y a en France une sorte de droit au premier tabassage. C'est-à-dire qu'on considère que finalement, la prison, c'est pas bien pour les mineurs. Et on les laisse s'enfermer dans des parcours de plus en plus violents. C'est-à-dire que comme on les sanctionne pas dès le premier écart, eh bien, on attend une fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et c'est en dernière extrémité que la sanction tombe. Donc c'est plus possible. Moi je suis pour des peines qui soient des peines courtes, comme elles sont appliquées d'ailleurs aux Pays-Bas. Dès le premier écart grave, dès qu'il y a une menace, dès qu'il y a une gravité dans l'infraction, alors il doit y avoir une sanction. C'est la pédagogie de la sanction et on fait aujourd'hui tout l'inverse de ce que l'on devrait faire. C'est pour ça que je parle d'un droit au premier tabassage. Exactement. Alors il y a Christiane qui est avec nous en ligne, il y a plein d'auditeurs qui veulent vous parler. C'est vrai que c'était le principe de cette émission. On voulait que notre ministre de l'Intérieur soit en contact avec les auditeurs, avec les Français. Il y a Christiane qui va arriver dans un instant. Mais c'est vrai que on a l'impression, nous, aujourd'hui encore, on a réagi tous en père de famille, en frère, en grand frère, et on s'est dit ce drame. Pour un téléphone portable, c'est des choses qu'on voyait pas avant. On a parlé de mexicanisation. C'est vrai, exactement. Il y en a plein. Exactement. Et il y a plein de gens qui vous sont tombés dessus. Enfin, plein de gens, toujours les mêmes. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une urgence incroyable, Bruno Retailleau. Et c'est vrai qu'on a l'impression que vous essayez de faire énormément de choses. Aujourd'hui, est-ce que avec le gouvernement actuel, avec la composition de l'Assemblée nationale actuelle, est-ce que vous pouvez vraiment aller au bout de ce que vous voulez, ou bien ça reste compliqué? Bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr, quand on est dans un gouvernement qui rassemble des bonnes volontés, mais on passe pas tous pareil. Bien sûr. Évidemment, quand on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, tout est difficile. Simplement, avec la volonté politique, on peut y arriver. C'est ce que j'essaie de démontrer. Et sur le cas du jeune Elias, je pense qu'on doit prendre des décisions très rapides. Il faut inverser les choses, avoir une nouvelle politique pénale. On raisonne encore avec les jeunes mineurs, avec une politique pénale qui a été forgée il y a 80 ans, dans les années 45. Vous vous rendez compte? Comme si les jeunes aujourd'hui étaient les mêmes que les jeunes d'hier. Et donc, il y a une montée en violence et il faut impérativement que... C'est ça, le principe d'autorité, c'est d'opposer une force proportionnelle, une force contraire proportionnelle à la violence. Eh bien là, on n'est plus du tout dans la proportionnalité. C'est la raison pour laquelle il faut renverser la table. Il faut revoir de fond en comble cette politique. Par exemple, arrêter avec l'excuse de minorité? Par exemple, arrêter avec l'excuse de minorité, faire en sorte que, aujourd'hui c'est la règle, elle ne devrait devenir que l'exception, c'est-à-dire que ce serait à la main du juge. Par exemple, je vais vous révéler quelque chose que personne ne sait, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une règle de droit qui fait que pour des mineurs, dans le processus, quand ils commettent quelque chose de grave, eh bien, on sépare la reconnaissance de culpabilité de la sanction. C'est-à-dire que un jour, on dit, vous êtes coupable, tu es coupable, on reconnaît la culpabilité, et plusieurs mois après, on dit, voilà, la sanction, quelques mois après. On a ici, j'ai des enfants, vous avez des enfants. Est-ce que, à notre domicile, pour des enfants qu'on aime, est-ce qu'on ferait la même chose? Est-ce qu'on lui dirait, écoute, t'as fait une bêtise, je reconnais, et tu dois reconnaître ta culpabilité, mais finalement, la sanction, on va y réfléchir, et ça va tomber dans quelques mois. Quand on dissocie cette culpabilité de la sanction, on enlève
tout le sens finalement qu'on veut donner à la sanction et on enlève surtout son sens pédagogique. C'est ça qui est Mais François Bayrou est d'accord avec vous là-dessus? Il va le faire? François Bayrou, Gérald Darmanin sont d'accord avec vous là-dessus? Écoutez, Gérald Darmanin s'est exprimé, François Bayrou est d'accord. Souvenez-vous d'ailleurs qu'une image est restée d'ailleurs populaire lorsque un jeune essaie de lui faucher quelque chose. C'est la gifle, et il reçoit une gifle. Bon, bah voilà, il y a un moment donné, la sanction c'est utile. Pour nos auditeurs, est-ce qu'on a l'assurance qu'on va le faire dans les prochaines semaines? Parce qu'à chaque fois on entend des ministres nous promettre ces choses-là, mais ça n'arrive pas. Est-ce que nos auditeurs peuvent avoir l'assurance que quand on aura Bruno Retailleau au gouvernement, il va tout faire pour qu'on y arrive et qu'à la fin, on aura ces nouvelles mesures? Alors, il y a des pays qui cumulent. Je recevais l'autre jour le ministre de l'Intérieur brésilien qui était à la fois ministre de l'Intérieur et de la Justice. Mais en France, il y a deux ministres. Mais je pense qu'on est alignés sur le pôle régalien, comme on dit, avec Gérald Darmanin. Il faut le faire. Il faut le faire. Il y a d'ailleurs un texte qui a été proposé, je crois que c'est par Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, sur un certain nombre de ces questions-là. Il faut s'en emparer. Qui est discuté aujourd'hui dans l'hémicycle. Et qui est discuté dans l'hémicycle, mais il faut s'en emparer. Et sans doute aller même peut-être plus loin pour remettre en cause ce que je disais, la césure, c'est-à-dire la séparation entre la reconnaissance de culpabilité et la sanction que l'on fait tomber. Il ne doit plus y avoir de droit au premier tabassage. On a construit un droit en France à l'inexécution des peines et finalement on a renforcé dans l'esprit de ces jeunes-là qui sont des hyper violents, un sentiment d'impunité. Je dialogue beaucoup avec quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est un grand docteur, pédopsychiatre. Il a passé toute sa vie, non pas planqué, mais vraiment au contact des individus, des adolescents les plus dangereux. Il a énormément d'expérience. Et il vous dit qu'un certain nombre de jeunes sont tellement déstructurés qu'il faut réhabiliter la sanction pour avoir une butée. Pour qu'ils sachent qu'à un moment donné, non, ça n'est plus possible. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, est avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Il est avec nous jusqu'à 16h45, 16h50. Donc appelez-nous, merci. Et Géraldine, si vous avez une question, n'hésitez pas. Je sais que vous êtes très heureuse de rencontrer notre ministre. Allez, à tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Madame, je veux pas vous mentir, les travaux auront 3 mois de retard. 3 mois? Oh là là! Parfois, il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Oui, allô, pour vous dire, on aura 2 mois de retard sur le retard. 2 mois? Non mais c'est pas possible. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme 0, c'est le montant des frais sur tous vos retraits et paiements par carte à l'étranger. Fortunéo, j'aime ma banque. Sur les cartes éligibles et sous réserve d'acceptation, hors frais de conversion monétaire et de retrait perçus par le propriétaire du distributeur. Toi, t'as quel âge? 44 ans. Ouais. 41. Non, toi t'as 38 ans. Peut-être. Quand on roule en Mini, on fait toujours plus jeune que son âge. Alors pour qu'elle aussi reste toujours jeune, chez Mini Service, nous entretenons votre Mini avec des pièces d'origine Mini et une expertise unique. Et avec l'offre Avantage 6+, si votre Mini a plus de 6 ans, vous bénéficiez toute l'année d'une remise de 30% sur son entretien. Prenez rendez-vous dès maintenant sur entretien.mini.fr. Voir conditions et réseaux participants. À tous ceux qui appellent un étendoir, à ceux qui disent étendage, pourquoi pas? Et à ceux qui disent tancarville, séchoir, étang à linge ou pendoir. C'est ce qu'on appelle avoir de l'imagination, hein? Tancarville, non mais n'importe quoi. Dès mardi, Intermarché offre 34% de remise immédiate sur le lot de 2 lessives liquide original Ariel, soit seulement 10,19€ le lot. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 9 février, 2 fois 1080 ml, soit 4,72€ le litre. Modalité sur intermarché.com. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est avec nous. Merci, Bruno Retailleau, d'être avec nous. On parle beaucoup de vous dans cette émission. Sachez-le, vous avez limite un petit fan club. On en parlera tout à l'heure, bien entendu. On va parler aussi dans un instant de Louis Boyard, en tête du premier tour de l'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges. Il n'y a pas de fan club, lui. Oui, pas ici. En tout cas, il est arrivé en tête, mais Si... c'est pas non plus. Oui, je sais, mais c'est sûr. Pas fait. Mais c'est loin d'être fait. C'est loin d'être fait. D'ailleurs, on en parlera avec notre ministre de l'Intérieur dans un instant. Et puis, j'aimerais bien qu'on parle également de l'Algérie. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent de parler de ce sujet avec vous, monsieur le ministre. Pour le moment, on a des auditeurs en ligne et on a Christiane qui est avec nous. Bonjour Christiane. Bonjour Cyril, vous allez bien? Ça va et vous, Christiane? J'ai la grippe. Ah, vous avez la grippe? Ah oui, alors là, en ce moment, elle est sévère. Elle est sévère. Oui. Je crois que vous êtes sortie ce week-end, Christiane. Je pense que vous avez dû faire la fête. Oui. Merci, Christiane, d'être avec nous de Seine-et-Marne. Vous voulez poser une question à notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau?
Monsieur le ministre, je suis très, très heureuse de pouvoir vous parler. Je sais que vous êtes l'homme de la situation. Vous avez des pieds sur terre. Moi, je suis gaulliste et franchement, je retrouve en vous la pugnacité de notre général. Et là, je voulais vous poser une question. Il est dans l'air du temps de faire des maisons de redressement pour les jeunes qui seraient tenus par les militaires et refaire le service militaire au minimum de 12 mois, soit fille ou garçon. Car franchement, si les parents ne savent plus élever leurs enfants, il faut bien que quelqu'un s'en charge. Alors donc, c'est ça. Et pour les allocations familiales, faire, un suivi pour savoir si les personnes qui auraient des enfants qui seraient mal tenus, les supprimer pendant un temps et quand ça irait bien, de leur remettre les allocations familiales. Voilà. Merci Christiane. Il va vous répondre, monsieur le ministre va vous répondre. Ça sera en fait, est-ce que s'il faudrait réinstaurer le service militaire pour les jeunes et construire des maisons de redressement dirigées par des gendarmes, c'est ça que vous voudriez en fait, Christiane, c'est la question que vous posez à notre ministre. Qu'est-ce que vous en pensez? Christiane, plusieurs choses. D'abord, je suis favorable à la privation pour des familles qui n'assument pas la responsabilité vis-à-vis de leurs mineurs. Je suis favorable à la privation des allocations familiales. Parce que les allocations familiales, ça n'est pas un dû, mais c'est un droit qui donne des devoirs notamment d'exercer sa responsabilité, d'encadrer les jeunes. Donc ça, c'est une première chose. Cela avait été voté il y a quelques années et supprimé dans la présidence de François Hollande. Deuxième chose, j'étais un des rares députés, j'étais tout jeune député et je m'étais opposé à la suppression du service militaire il y a quelques années, c'était en 95 je crois. Bon, peu importe, ce temps désormais est passé. En revanche, moi ce que je pense, c'est que je préfère, pour concentrer nos efforts et le peu de budget qu'on a, notamment sur des enfants, sur des jeunes plutôt, qui présentent d'énormes difficultés, et je suis pour des solutions, un peu comme les EHPAD, sur des internats avec un encadrement plutôt militaire, avec une vie très très disciplinée. Et je connais d'ailleurs des jeunes aux États-Unis qui pouvaient poser des problèmes. Il y a un certain nombre d'institutions militaires qui se chargent de cela, et ces jeunes aujourd'hui sont très redevables. Je pense qu'en France, plutôt qu'avec le service national universel qui touche beaucoup de jeunes, je crois qu'on éparpille nos moyens. On a beaucoup moins de moyens. Je propose que ces moyens, on les concentre vers des jeunes qui posent les plus de difficultés, et il faut qu'on puisse les mettre dans ces centres qui sont très très encadrés avec une discipline militaire. Ça sera leur seule seconde chance, puisque là aussi, j'aurais dû dire, la réponse pénale est une réponse qu'il faut avoir dans la fermeté, mais on ne récupérera pas tous les échecs des familles. Il faut redire à toutes les familles que la cause racine, c'est bien entendu ces manques et cette perte de responsabilité familiale. Ni l'école, ni la politique pénale ne peuvent se substituer justement aux familles et aux échecs de ces familles. Voilà, merci Bruno Retailleau, qui est notre invité sur Europe 1, ministre de l'Intérieur. Christiane, est-ce que ça vous va la réponse de notre ministre? Ah, bravo, monsieur le Premier ministre. Bravo. Alors, pas encore, pas le Premier ministre. Vous allez causer des problèmes. Christiane, vous allez poser des problèmes avec François Bayrou. Vous allez faire réagir un palois dans le studio. Merci Christiane d'avoir été avec nous. Mais c'est vrai que, alors, j'aimerais qu'on revienne 2 petites secondes sur le lapsus de Christiane. C'est vrai que Bruno Retailleau, franchement, sur le lapsus, et vous savez, j'ai failli le faire moi aussi en début d'émission. Mais vous savez que ça m'arrive souvent. Je crois que c'est parce que ministre de l'Intérieur, dans l'esprit des gens, voilà, c'est un côté un petit peu particulier, et c'est pour ça que souvent il y a une confusion. On me dit bonjour monsieur le Premier ministre. Je vais vous dire pourquoi aussi, parce que moi je suis beaucoup plus franc. Je crois que comme il n'y a plus de numéro 1 pour l'instant, dans la tête des gens, le numéro 1 c'est François Bayrou, donc vous êtes le numéro 2, donc vous êtes le Premier ministre. Je pense que c'est ça aussi. Il y a une incarnation très forte. Exactement, parce qu'aujourd'hui le président, on le voit, il est ailleurs, c'est vrai. Le président, voilà, il parle du Louvre. Exactement, voilà, c'est ça. Des péages. Sauf que, exactement. Cyril, le président continue à nommer le Premier ministre, n'est-ce pas? Non, il continue pas à nommer le Premier ministre. Même là, il y a discussion. Non, c'est le Premier ministre. Non, là, c'est le Premier ministre qui s'est nommé tout seul. Au final, il a quand même dit... Au final, il a quand même dit nommer le Béarnais. Olivier d'Artigol, si je peux me permettre. Vous pouvez tout, c'est votre émission. C'est la première fois, c'est notre émission, c'est la première fois qu'un Premier ministre se nomme tout seul. Bravo à lui. Non, mais je voulais poser une question à Monsieur le ministre d'État. Allez-y.
vous avez eu des rapports plutôt rugueux avec le président Macron au début de son exercice du pouvoir. Il semblerait, à lire la presse, que la relation se réchauffe, y compris allant jusqu'à des rendez-vous à l'Élysée avec M. Lecornu et le président de la République. On sait que M. Lecornu était un profil possible pour Matignon. Est-ce que cela veut dire que celui qu'on nomme aujourd'hui le patron de la droite, vous concernant, fait son entrée dans les premiers ministrables sur la prochaine période politique ou pas? Alors vous allez bien sûr me dire que vous êtes attaché à d'autres urgences et à d'autres aujourd'hui charges, je le comprends bien, mais quand même aujourd'hui, on ne va pas faire la politique fiction, votre nom est rentré dans cette catégorie-là. Non, mais moi je suis à ma tâche et la tâche elle est redoutable puisqu'il y a une hyperviolence, donc je m'y consacre totalement. Ce qui fait ma force, je l'ai souvent dit, ce qui fait ma liberté, c'est que je ne suis pas dans le coup d'après et j'ai jamais été dans le coup d'après. Qu'il y ait un contact entre le président de la République et son ministre de l'Intérieur, c'est normal. Le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère régalien. Qu'est-ce que ça veut dire régalien? Vous découvrez Emmanuel Macron? Je le découvre, mais ça fait pas de moi un macroniste. Moi je suis gaulliste. Et je respecte les institutions. Et un ministère régalien, c'est de faire en sorte que l'État tienne debout, y compris dans des situations qui sont des situations parfois compliquées. Et c'est normal qu'il y ait cette relation entre un ministre de l'Intérieur. Ça fait pas de moi un macroniste, mais je suis respectueux du chef de l'État parce que je suis respectueux, comme gaulliste, des institutions. Et je n'aime pas que les institutions soient malmenées comme les insoumis le font, parce que alors là, ils le font pour organiser un chaos, stratégie, pour organiser un ébranlement de l'État. Voilà, donc moi je suis à l'inverse, au contraire respectueux de tous les symboles de l'État. Mais et je voudrais dire, moi de côté des indiscrétions que j'ai, c'est que Emmanuel Macron au départ, il savait pas trop quoi penser du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, et que de plus en plus c'est quand même, ça reste il a une énorme confiance en lui dans son travail et dans ce qui peut se passer au ministère de l'Intérieur. Donc forcément, quand on a il le trouve, il trouve comme vous dites à chaque fois, il trouve que ce n'est pas un peintre, il trouve que c'est un très bon élément et que il peut s'appuyer sur le ministre de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, c'est vrai que Emmanuel Macron, je pense même, moi j'ai eu même une petite phrase, il aurait aimé, il a même dit, si j'avais eu un mec même comme ça avec moi dès le début, s'il avait été macroniste. Exactement, si vous aviez été macroniste, il aurait peut-être pas de chance. Ça s'est joué un peu. Je suis pas progressiste non plus, donc mais c'est vrai qu'il dit que du bien du ministre de l'Intérieur, le chef de l'État. Tout le monde le dit maintenant. Même l'entourage du président dit du bien de Bruno Retailleau. Exactement. Absolument, parce que aussi Bruno Retailleau, vous venez de l'entendre, respecte les institutions, respecte la fonction et ne tire pas contre le président de la République depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Et je vais vous dire, je dis pas ça parce que vous êtes là, Bruno Retailleau, on le dit même quand vous n'êtes pas là. Même les personnes qui travaillent avec Bruno Retailleau, qui côtoient Bruno Retailleau, disent Bruno Retailleau, il est dans l'action. Il veut travailler, il n'a pas de plan. Il pense d'abord aux Français, il pense d'abord à faire des actions. Et il y a plein de gens qui vous disent, est-ce que vous allez être président, est-ce que vous allez vous présenter en 2027 ? Pour l'instant, il n'a pas de calendrier. Et c'est, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, on le voit, les Français vous apprécient de plus en plus. Est-ce que vous le sentez, ça ? Je suis le plus mal placé pour le sentir. Oui. Ce que je voudrais dire, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que j'essaie, dans mon action publique, je me donne totalement. Et ce que je dis, ce que je fais correspond à ce que j'ai à l'intérieur de moi, aux convictions. On peut relire, je disais à Christiane tout à l'heure sur le service militaire, que j'ai fait un vote il y a bien longtemps. Et j'ai pas changé de ligne depuis. On peut contester mes convictions. Elles sont fortes. Jamais je ne les cache. Jamais. J'y vais plutôt comme un cavalier sabre au clair. Mais je suis aussi respectueux de ceux qui ont des convictions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans mon engagement politique, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir une forme de dette vis-à-vis de mon pays. Parce que j'ai eu un grand-père qui a, dans la gorge, été traversé par une balle allemande en 1914. J'ai eu un autre grand-père qui, dans la Seconde Guerre mondiale, a été prisonnier, puis mon père qui était en Algérie. Et je me suis dit, finalement, je suis la première génération de cette lignée, d'âge en âge, de génération en génération, à bénéficier de la liberté, de la paix, sans avoir à me battre. Et je me suis dit, c'est aussi grâce à eux. Eux, ils ont risqué parfois leur vie. Donc, qu'est-ce que moi, je peux faire pour la nation, la communauté nationale, la France, voilà, très modestement. C'est pour ça que, quand j'ai dû faire mon service militaire, j'ai choisi d'être d'élève officier de réserve. À Saumur. À Saumur, dans la cavalerie, exactement. Donc voilà, c'est mon chemin, c'est mon chemin de vie. Encore une fois, on peut être pour, on peut être contre. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ce chemin, il est sincère.
C'est ce qu'on ressent en tout cas. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1. Il y a Justine qui est en ligne avec nous. Justine des Ardennes, qui voudrait revenir sur le drame qui s'est passé dans le 14e arrondissement à Elias. Cet adolescent de 14 ans, tué pour son téléphone à Paris par deux jeunes de 16 et 17 ans. Bonjour Justine, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril. Bonjour, ça va bien ? Ça va et vous ? Oui Justine, merci d'être avec nous en tout cas. Merci à vous de m'avoir pris au téléphone. Alors, il y a le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est avec nous sur Europe 1. Vous vouliez lui poser une question ? Bonjour Justine. Oui, effectivement, j'ai été très retournée, comme beaucoup d'entre nous, du meurtre d'Elias. Et je trouve que vous avez énormément de bonnes idées, de bonnes initiatives à prendre. Mais j'ai peur que vous n'ayez pas les moyens de vos ambitions au vu des gouvernements successifs qui se succèdent et qui, pour moi, sont responsables de la mort de nos enfants actuellement. Enfin, le laxisme, plus exactement, des gouvernements successifs font qu'à l'heure actuelle, on pleure nos enfants. Et j'espère que vous aurez les moyens de vos ambitions. Mais très honnêtement, c'est ça que j'ai peur, que vous ne puissiez pas avoir. Écoutez, une fois de plus, je ne suis pas garde des Sceaux. Je sais que Gérald Darmanin partage les convictions que j'ai exprimées. Ces convictions, c'est qu'on doit renverser la table et qu'il faut une autre politique pénale. Et c'est possible. Quand on regarde les pays scandinaves, quand on regarde les Pays-Bas, quand on regarde l'Allemagne, on voit bien qu'il y a des résultats. Il n'y a pas de fatalité à l'hyperviolence. Ce que je veux vous dire, c'est que sur les résultats, vous voyez, ce matin, je recevais au ministère de l'Intérieur toute l'équipe des policiers, le GIGN, des gendarmes, qui ont fait un boulot extraordinaire. Vous savez, c'est eux qui ont réussi à faire libérer en 48 heures une enquête extrêmement difficile, le couple là, notamment David Ballan, qui avait été capturé, qui avait été enfermé, séquestré, torturé. On lui a coupé un petit doigt pour l'envoyer à l'un de ses associés. Mais en quelques jours, vous voyez, en 48 heures, les policiers et les gendarmes ont réussi à avoir des résultats. Le jeune Elias, je sais, encore une fois, je pense à ses parents, ses amis, ça ne va pas le ramener à la vie. Mais là encore, en quelques jours, même moins de 2 jours, on a mis la main sur celui qui avait fait ça. Donc, on a des résultats, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, et en politique, tout est une question de volonté. Et moi, je pense qu'il faut que les hommes et les femmes politiques aient cette volonté de renverser la table, de changer les choses profondément. Il faut une rupture. On est au bout d'un cycle. Moi, j'en ai vraiment l'intime conviction. Je le sens même quasiment physiquement. On est au bout d'un cycle de laxisme où on a été dominé par une idéologie très très gauchisante d'ailleurs, très 68arde, où on a refusé l'autorité, où il a fallu dire que la famille c'était mal, que dans l'école il fallait d'abord penser à l'enfant, mais que finalement il y avait une sorte d'égalité entre le maître et l'enfant. Non, il y a une hiérarchie. L'autorité, ça commence aussi dans la famille, ça se poursuit à l'école. Voilà. Et enfin, là, pour ce qui concerne notre politique pénale, c'est à titre personnel que je le dis. Encore une fois, je suis ministre de l'Intérieur. Mais j'ai cette conviction que ça marchera si on fait en sorte qu'on réhabilite vraiment la sanction. Et plutôt que d'enfermer ces jeunes dans des longs parcours de délinquance où ils s'endurcissent, et quand la sanction tombe, elle est très lourde, mais elle ne sert plus à rien. Et tout le dégât, et on a des morts, et on a des blessés, etc. Donc il faut réagir, et on le peut. Merci Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui est avec nous. Merci Justine. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Pour les 70 ans d'Europe 1. Face à Pascal Praud, Cyril Hanouna, Sonia Mabrouk ou Jean-Luc Lemoyne. Des enfants et de jeunes auditeurs réagissent et commentent les grands faits d'actualité des 7 dernières décennies. Ça vous parle, les francs ? Oui, j'ai entendu parler. Quel regard porte-t-il sur l'expédition sur la Lune ? Sur le monde d'avant Internet ? Ou sur l'évolution du code de la route ? Le fait de toujours se laver les mains, de mettre des masques, on le racontera probablement comme si on avait vécu la Seconde Guerre mondiale. Les enfants d'Europe 1, l'émission. Une série de podcasts à retrouver dès maintenant sur le site et l'application Europe 1. Comme vous, chez Orange, on aime bien quand...
Ouais, ça change. Mais on aime bien aussi quand on nous dit « Mais t'as pas changé ». Alors jusqu'au 4 février max, avec le code PROMO25, la série spéciale mobile 120 Go 5G est à 14,99€ par mois. Un prix qui n'est pas prêt de changer. Ok, ça change tout. Orange est là. Offre valable pour clients Internet en France métropolitaine. Code promo utilisable une fois jusqu'au 4 février pour les nouvelles souscriptions. 5G avec terminal compatible dans les zones couvertes. Conditions détaillées sur orange.fr. Vos balais d'essuie-glace gratuits, c'est en ce moment chez Carglass. Et oui, jusqu'au 21 février, si vous faites réparer votre impact ou remplacer votre pare-brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace Bosch. Vous avez bien entendu, vos balais Bosch gratuits. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, prenez rendez-vous sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Chez Poltrone Sofa, double solde pour doubles économies. Trouvez le canapé de vos rêves. Avec les doubles soldes, doubles économies sur la collection Infini, 50% de remise plus 20% supplémentaires. Mais tout ça se termine mardi 4 février. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. 10 chronos, t'aurais 2 secondes? Ok, attends. Top, c'est parti. C'est juste pour savoir si avec la mutuelle de l'entreprise, on a droit à... Stop! Oh, désolé, trop tard. Oh mince. C'est bête, hein. Ne pas avoir le temps de s'occuper de sa mutuelle, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, nos conseillers experts s'occupent de tout pour vous. Diagnostic des besoins de votre entreprise, proposition de solutions adaptées et flexibles, démarches administratives, ils vous accompagnent au quotidien. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers. Intervenez quand vous voulez dans On marche sur la tête en nous appelant au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Tu savais, toi, qu'on pouvait économiser de l'énergie super facilement ? Ah ouais? Comment? En réglant le chauffage à 19 degrés max. Ah oui, non, mais ça je sais. Mais c'est compliqué de le régler pour que ce soit toujours à la bonne température. Mais non, c'est simple. T'as qu'à faire installer par un professionnel un thermostat programmable. Ah ouais? C'est hyper efficace. 1 degré en moins. Ah, je sais. C'est 7% d'économie d'énergie par an. Je baisse, j'éteins, je décale. Pour la planète, chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement. Varilux, pouvez-vous imaginer le verre progressif du futur? Un verre conçu pour vous avec l'intelligence artificielle et personnalisé en fonction de votre comportement visuel? Et si on vous disait qu'il existe déjà? Avec le verre Varilux XR Series, faites l'expérience d'une vision en mouvement instantanément nette. Varilux, un verre Essilor. Dispositif médical, rendez-vous chez votre opticien Essilor expert. Tu reviens de chez Bureau Vallée? Oui, j'ai des chemises élastiques, des pochettes perforées, du ruban adhésif, des marqueurs. Avec l'opération On pulvérise les prix chez Bureau Vallée, j'en ai bien profité. Ouais, je vois. Et mes surligneurs? Ah ben... Bon, écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Retournez chez Bureau Vallée. Nouvelle opération. On pulvérise les prix chez Bureau Vallée. Prix explosif sur une sélection de produits. Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Offre valable jusqu'au 1er février. Conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr. Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot, leader de l'électrique et également disponible en thermique. Avec ses 20 systèmes d'aide à la conduite et sa modularité exceptionnelle, vous ferez à coup sûr à vos clients une deuxième bonne impression. En ce moment, profitez de jusqu'à 10 000 € d'avantages clients sur nos utilitaires. Offre valable pour toute commande d'un utilitaire neuf réservé aux professionnels jusqu'au 31 mars. Conditions sur Peugeot.fr. Source 3A. Europe 1, le journal permanent. Il est 16h30, c'est le journal permanent avec Émilie Dez. Il y a en France un droit au premier tabassage. On laisse les mineurs s'enfermer dans des parcours de plus en plus violents, déplore Bruno Retailleau sur Europe 1. Le ministre de l'Intérieur interrogé sur le meurtre du jeune Elias, 14 ans, tué vendredi dernier à Paris pour son téléphone portable, mortellement poignardé par 2 suspects de 16 et 17 ans déjà connus de la justice. L'un des jeunes en garde à vue a reconnu avoir porté le coup de couteau mortel. Les 2 suspects doivent être présentés aujourd'hui à un juge. Une cinquantaine de survivants sont présents, de nombreux chefs d'État aussi, comme le chancelier allemand Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Le monde commémore aujourd'hui la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Avant de se rendre en Pologne, Emmanuel Macron était ce matin au mémorial de la Shoah à Paris. Il a appelé à ne rien céder face à l'antisémitisme au nom de l'universalisme de la France. Les familles ont été informées. 8 des otages libérables dans les prochaines semaines sont morts, annonce le gouvernement israélien. Sur les 26 personnes encore retenues à Gaza, seules 18 sont donc encore en vie. Israël a obtenu hier la libération cette semaine de 6 nouveaux otages, 3 jeudi et 3 autres samedi. En échange, les déplacés de Gaza ont été autorisés à retourner dans le nord de l'enclave palestinienne. Les élèves de Mayotte de retour à l'école, une rentrée décalée de 2 semaines après le passage du cyclone Chido et qui s'est déroulée
déroulé dans des conditions dégradées. 45 écoles ne peuvent pas rouvrir en raison de dommages trop importants. Un système de rotation de classe a été mis en place. C'est la plus forte remontée du chômage en France en une décennie. En dehors de la crise du Covid, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 3,9% au 4e trimestre 2024. Chez les moins de 25 ans, la hausse atteint même 8,5%. Les prix des carburants ont gagné environ 5 centimes au litre depuis un mois, conséquence de la remontée des cours mondiaux du pétrole. Le prix du gazole est repassé au-dessus de la barre des 1,70 € le litre, une première depuis mi-juillet. Et puis la ville de Rennes a les pieds dans l'eau, alerte rouge aux crues en Ille-et-Vilaine. L'eau a atteint par endroits des niveaux jamais observés depuis 40 ans. 5 autres départements du nord-ouest sont en vigilance orange, cette fois toujours aux crues. Merci Émilie Dez, on vous retrouve à 17h sur Europe 1. Pour le moment, on est reparti pour On marche sur la tête. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h33, on est en direct bien entendu et notre ministre de l'Intérieur nous fait l'honneur d'être avec nous. Bruno Retailleau est avec nous dans On marche sur la tête pendant encore une quinzaine de minutes. Merci d'être avec nous en tout cas. De rien, Cyril. Merci beaucoup de votre invitation. Et merci d'être en direct avec nous, avec toute l'équipe bien entendu. Il y a Olivier D'Artigol, il y a Gauthier Debré, il y a Fabien Lecoeuvre et Géraldine Maillet si vous nous rejoignez sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Énormément d'auditeurs veulent poser une question à notre ministre de l'Intérieur. Mais Géraldine, vous vouliez poser une petite question, je crois. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un caractère antisémite au meurtre de Elias ou pas du tout ? Je ne peux pas le dire. Très franchement, on n'a pas d'éléments. Peut-être que l'enquête le déterminera. Mais au moment où je vous parle, je ne peux pas assurer qu'il y ait eu un lien entre ce crime et un acte antisémite. Très bien, merci beaucoup. Gauthier. Oui, on peut peut-être J'aimerais bien qu'on parle de l'Algérie. Voilà, c'est exactement ça. Ouvrir le dossier de l'Algérie avec vous, Bruno Retailleau, vous qui êtes en pointe face au régime algérien qui défie la France jour après jour. Vous poussez le président de la République, vous l'avez dit, puisque c'est le domaine réservé du président de la République, à prendre la parole. Et on a eu un contraste ce week-end. On a Donald Trump qui a pris plus que la parole avec la Colombie et en quelques heures, le dossier était réglé. Il avait menacé les Colombiens s'ils ne reprenaient pas leurs ressortissants. Et nous, on a un président qui ne prend pas la parole. Pourquoi ? Et est-ce que vous allez continuer à mettre la pression sur l'Élysée pour que le chef de l'État bouge ? Alors, je pense qu'il n'y a pas de prise de parole parce qu'aujourd'hui, il y a la vie d'un homme qui est en jeu, qui est Boualem Sansal, qui est un grand écrivain franco-algérien. Il a donc la nationalité française. C'est un ami, je l'ai dit, 48 heures avant qu'il ne soit arrêté injustement en Algérie. Nous étions en contact pour déterminer le moment où on pourrait déjeuner ou dîner ensemble. Donc ça me touche et je pense que derrière l'attitude du président de la République, il y a la conscience de ne pas nuire à une éventuelle libération de Boualem Sansal. Quelque part, finalement, j'ai la parole beaucoup plus libre. Je pense, pour ma part, et je le vois bien avec les influenceurs, notamment cet influenceur qui avait un passeport biométrique, donc infalsifiable, qui disait qu'il était algérien. Le droit international, notre droit, c'était que l'Algérie devait le retenir, l'accepter chez elle. Donc l'Algérie a foulé au pied le droit international. Ce que je veux dire, c'est que le président de la République a tendu la main depuis longtemps, depuis des années. On a donné beaucoup à l'Algérie en termes de gestes mémoriels. Et en retour, qu'a-t-on eu ? Très peu de considération. Je pense que le moment est venu d'utiliser, en tout cas, c'est le ministre de l'Intérieur, et c'est à titre personnel que je le dis aussi, mais tous les moyens pour poser un acte de rapport de force. Voilà. Vous citiez Donald Trump. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau européen, j'avais donc Magnus Brunner, qui est le nouveau commissaire européen en charge des migrations, il y a quelques jours, et on a des instruments au niveau européen, y compris au niveau français. Par exemple, sur les droits de douane, par exemple, sur les visas, par exemple, sur l'aide humanitaire et l'aide au développement. L'Europe est la première puissance d'aide au développement et humanitaire de la planète tout entière. Et la note dans les hôpitaux aussi, les Algériens doivent plus de 40 millions d'euros à la France en frais médicaux. C'est la raison pour laquelle moi je suis aussi pour qu'on sorte un peu du face-à-face entre l'Algérie et la France. Et avec François-Xavier Bellamy, je le remercie, il y a eu de voter une résolution très importante dans le cadre européen, au Parlement européen à Strasbourg jeudi. Et cette résolution, votée vraiment à plus de 500 voix, seuls 20 et quelques se sont déclarés contre, notamment Rima Hassan, un vrai scandale. Absolument. Et cette résolution dit quoi ? Elle met en garde la Commission en disant attention, on est en train de négocier des intérêts, notamment un accord entre l'Algérie et l'Europe. Eh bien, il faut suspendre, il faut lever le crayon tant qu'il n'y a pas la libération de Boualem Sansal, qui est âgé et qui a un cancer.
c'est aussi une dimension humanitaire. Je pense qu'il faut assumer. J'avais mis sur la table aussi l'accord de 68 qui permet donc à l'Algérie d'avoir un régime très dérogatoire sur le plan de l'immigration. Mais oui, moi je suis pour que on ait un vrai rapport de force, parce que malheureusement aujourd'hui quand vous voyez la France insoumise, vous rappelez que Rima Hassan a voté contre la libération de Boualem Sansal, contre cette résolution. Vous dites que LFI, qui prend le parti de l'Algérie tous les jours, c'est un ennemi de l'intérieur? Non mais attendez, Rima Hassan a déclaré que l'Algérie c'était la Mecque de la liberté. La Mecque de la liberté. Elle s'oppose là à la libération inconditionnelle immédiate de quelqu'un qui est âgé, de quelqu'un qui a un cancer. Elle s'y oppose. De quelqu'un qui est français, son compatriote. Je veux rappeler qu'il y a quelques semaines avant Noël, les Insoumis ont déposé un texte de loi à l'Assemblée nationale pour abroger le délit d'apologie sur le terrorisme. C'est incroyable. Le danger, bien sûr, le danger de la République, pour la République aujourd'hui, le danger pour la politique, ce sont les Insoumis, clairement. Monsieur le ministre, le partenaire privilégié n'est plus l'Algérie, donc, dans la région, alors que le président Macron avait fait tapis en début de quinquennat concernant l'Algérie. C'est aujourd'hui le Maroc. On a souvenir d'une très belle délégation s'étant rendue au Maroc. Est-ce que vous avez obtenu des arbitrages positifs avec le régime marocain, notamment sur les laissez-passer consulaires? Est-ce que la situation évolue? Heureusement, elle a évolué. Je veux signaler, parce que votre antenne s'en est fait l'écho il y a quelques jours, vous savez qu'à Marseille, on a affaire à deux clans. Des mafias, de narcotrafiquants, la DZ Mafia et puis le clan Yoda. Eh bien, avec nos amis marocains, ils ont arrêté le patron du clan Yoda, monsieur Félix Benki, qui a été enfermé et qui vont extrader. Vous avez eu cette information. Donc vous voyez bien que les relations se sont améliorées. Il y a des résultats. Pour l'instant, j'espère qu'il y en aura encore plus en matière de laissez-passer consulaire qui nous permet de renvoyer des ressortissants marocains au Maroc. Mais heureusement, les choses s'améliorent. Alors, Bruno Retailleau, il y a des auditeurs qui voudraient vous parler. Il y a Marie-Françoise qui est avec nous d'Angers. Bonjour Marie-Françoise, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril Hanouna, merci de me permettre de m'exprimer. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Marie-Françoise. Moi, il y a une question que je me pose depuis très très longtemps, bien avant Macron. J'ai écrit à tous les ministres. Qu'est-ce qui nous empêche d'abolir le droit du sol? Parce que c'est une mesure de sauvegarde à Mayotte, en Guyane, où il y a des drames épouvantables, et en France, ça serait tout simple, alors qu'on n'a plus d'argent, la France est en faillite, ça ne coûterait rien, et ça empêcherait bien des gens de venir pour avoir la nationalité française automatiquement. Vous avez raison, Marie-Françoise. Sur Mayotte, c'est une urgence. On ne reconstruira rien à Mayotte après le cyclone Chido si on reconstruit sur du sable, si on ne met pas un terme à cette immigration illégale. Et un des appels d'air est provoqué notamment par ces jeunes femmes qui viennent accoucher, qui sont souvent comoriennes, parfois africaines, qui viennent accoucher dans la maternité à Mamoudzou, à Mayotte. Vous savez que c'est la première maternité de France pour cette raison-là. Donc, il faut vraiment durcir les conditions à mettre, et j'espère qu'on le fera. Le groupe Les Républicains ont déposé une proposition de loi qui sera examinée dans quelques jours, en février, à l'Assemblée nationale. Deuxième chose, maintenant, sur l'ensemble du territoire national, j'avais proposé, nous avions voté il y a quelques temps dans la loi immigration de janvier 2024, un dispositif précisément qui faisait qu'il n'y avait plus d'automaticité du droit du sol. C'est-à-dire que on ne pouvait plus devenir automatiquement français, il fallait le vouloir par un processus qui rappelle d'ailleurs le dispositif que Charles Pasqua avait institué en 1993, qui avait été très contesté à l'époque. Nous l'avions porté, mon groupe l'avait porté au Sénat et nous l'avions fait voter, mais ensuite le Conseil constitutionnel a, retiré, en tout cas censuré cet article parce qu'il considérait, le Conseil constitutionnel, qu'il n'avait pas de lien suffisant avec le texte immigration. Voilà. Merci Marie-Françoise d'avoir été avec nous sur Europe 1. Une catastrophe, le Conseil constitutionnel. et qu'est-ce qui nous empêche aussi... Marie-Françoise, elle est bien. Elle est toujours... À Mayotte, qu'est-ce qui empêche de renvoyer les gens chez eux automatiquement ? On est en train, aujourd'hui, on en prend les moyens de détection. On va même utiliser le satellite, des radars,
On va même utiliser des drones, etc. Ensuite, il y a l'interpellation. On va monter une base sur un gros rocher qui est entre Anjouan et puis Mayotte pour intercepter les kwassa-kwassa. Voilà. Et puis on a aussi un certain nombre de retenues pour quand on a des étrangers en situation régulière pour ensuite les éloigner sur leur sol d'origine. Merci Marie-Françoise d'avoir été avec nous sur Europe 1. Eh ben, merci. Je vous embrasse, bon Marie-Françoise. Courage, monsieur le ministre, on est avec vous. Merci Marie-Françoise. Merci, on a confiance en vous. Merci Marie-Françoise. Il y a Claude qui est avec nous de Bourgogne. Bonjour Claude. Bonjour Cyril. Bonjour Claude, merci d'être avec nous. Voilà, j'ai une question. Effectivement, il y a 25% d'étrangers qui sont en prison actuellement. Si je me trompe pas, qu'est-ce qui nous empêche de les expulser? Parce qu'en fait, le problème qu'on entend, c'est qu'il n'y a jamais de place dans les prisons, notamment pour les mineurs délinquants. Qu'est-ce qui nous empêche d'expulser justement ces étrangers qui prennent la place? Mais justement, ce qui nous empêche de les expulser, c'est d'obtenir des pays d'origine. On parlait tout à l'heure de l'Algérie, du Maroc, etc. Ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires. Parce que comme ces gens ont commis parfois des délits, même des crimes en France, vous pensez bien que les pays d'origine sont pas pressés de les retenir. Et souvent, ces gens-là, parfois, ont brûlé leur passeport, leur pièce d'identité. Donc, il faut que nos services détectent quel est le pays d'origine, de leur provenance, première chose. Et quand on a détecté avec une quasi-certitude le pays d'origine, il faut demander à ce pays d'origine de nous envoyer un laissez-passer consulaire. Et c'est ça qui est très long. C'est ça qui est trop long. Et pourquoi on n'arrive pas à exécuter beaucoup de ces éloignements? Parce que la décision d'éloignement dépend souvent des pays d'origine. Et c'est pour ça que là encore, je parlais tout à l'heure des moyens de pression qu'on avait, les visas. Quand on nous donne trop peu de laissez-passer consulaires, on devrait pouvoir réagir en donnant moins de visas. Puisque ce sont des pays où on a des accords de développement, là encore, on devrait jouer les droits de douane pour le commerce. Il y a là encore un rapport de force à installer pour qu'on puisse mieux négocier les éloignements, les retours. Merci Claude d'avoir été avec nous sur Europe 1. Non, mais ça a coûté la vie d'Elias, par exemple. Ce temps qu'on met à trouver les papiers ou à mettre les jeunes en prison. La jeune Philippine, la jeune Philippine, vous vous souvenez, qui en septembre a été violée et avait été assassinée par un ressortissant marocain. Il avait été libéré et malheureusement, on avait eu le laissez-passer consulaire pratiquement le jour où il a été libéré. Ça a été quelque chose de dramatique. J'ai pris mes responsabilités de ministre de l'Intérieur pratiquement le même jour. J'ai dans mon bureau la photo que m'a donnée la famille de cette jeune Philippine pour me rappeler qu'il faut que j'agisse en permanence. Il faut que je bouge, il faut que j'essaie de forcer le destin. Merci Claude d'avoir été avec nous sur Europe 1. Monsieur le ministre, je crois que vous devez partir, je crois que vous avez rendez-vous avec le Premier ministre. Donc, je vous le confirme. Exactement, donc vous avez du boulot. Si vous voulez dire un dernier mot, parce qu'il doit y aller. Dernière question à Monsieur le ministre. Vous avez tweeté, Monsieur le ministre, suite au résultat du premier tour avec Louis Boyard, qui pourrait devenir maire le week-end prochain. Le PS vient d'annoncer qu'il serait prêt à se rallier avec Louis Boyard s'il enlevait son candidat pro-Hamas sur sa liste. Qu'est-ce que ça vous évoque? Catastrophique. C'est terrible. C'est terrible et malheureusement, ce qui montre bien que pour l'instant, le PS est entre les griffes des insoumis. Exactement. Voilà. Et moi, je ne souhaite à personne de vivre avec une municipalité des insoumis. Je soutiens vraiment de toutes mes forces Christelle Niasme. Il y a 3 listes de droite. Elle a créé une dynamique au premier tour. Moi, j'appelle ces listes de droite à se rassembler parce que là, franchement, le grand combat, c'est de faire échec aux insoumis. J'ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure, mais aucune mairie, aucune municipalité française ne devrait tomber sous le joug des insoumis. Oui, très vite, oui. Rapidement, j'ai relu Victor Hugo ce week-end. Et en 1876, il a été élu sénateur, comme vous étiez sénateur pendant très longtemps. Et il doit partir le même. Non, mais le vrai souci, il a expliqué que on confond tout en France, l'éducation et l'instruction. L'instruction, disait Victor Hugo, dans Le Gaulois en 1876, c'est l'école qui la donne. Et l'éducation, ce sont les parents. Est-ce que justement, l'erreur de départ, c'est d'avoir fait le ministère de l'Éducation nationale plutôt que de l'Instruction nationale? Moi je pense que cette distinction que Victor Hugo est une distinction qui est
extrêmement importante. Ah ouais. Et on reproche beaucoup de choses. Je pense qu'il faudra refonder l'école. Mais il faut aussi que les familles ne s'abritent pas, justement, pour leurs échecs, en se dédouanant sur l'école. Voilà, parce que il y a la famille, l'éducation, c'est important. Et l'école, c'est d'abord l'instruction. Je plaide d'ailleurs pour que l'école se concentre sur des savoirs fondamentaux, lire, écrire, etc. Est-ce que franchement, l'école, est-ce qu'on a besoin d'apprendre à trier les déchets, etc. C'est pas le travail, je trouve, de l'école. Qu'elle se concentre vraiment sur les savoir-faire premiers. Et c'est comme ça que on permettra à notre école de devenir une école républicaine, une école méritocratique, où selon l'effort, il y aura des résultats et où des enfants de familles modestes pourront grimper dans la hiérarchie sociale. Merci. Est-ce que vous pouvez dire au Premier ministre qu'il est le bienvenu dans cette émission? Parce qu'on a parlé très positivement de lui. Je sais, Olivier d'Artigol, que vous n'avez pas besoin de moi pour le lui dire. Vous le direz directement. Merci Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui était avec nous. Merci beaucoup. On continue l'émission. Et bon travail à vous. Et puis vous revenez quand vous voulez, bien entendu. Et bonne émission. Oui, merci. Je travaille un peu aussi. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà, Bruno Retailleau qui est avec nous sur Europe 1. Merci d'avoir été avec nous. Franchement, oui, il y a beaucoup clair, net, précis, sans idéologie et sans cynisme, je trouve. Efficace. Sincère. Il est sincère. Bruno Retailleau est sincère. C'est vrai que c'est ce qui ressort